Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Serge Rafale. Bonjour Nicolas. 2025 a marqué le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau où 1,1 million de personnes, majoritairement des juifs, ont été assassinées à l'occasion de cette commémoration. Nous nous devions, dans notre magazine hebdomadaire consacré à la santé, de revenir sur une des pages les plus terribles de l'histoire de la médecine et de l'histoire tout court en évoquant l'organisation médicale de ce terrible mouroir, le plus grand cimetière juif du monde, comme dit Annette Wiewerka, et son médecin emblématique Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort. Et qui mieux que le docteur Bruno Aliwa, ami fidèle de Radio J. Bonjour, cher Bonjour. Bruno. Et de notre rendez-vous santé, dermatologue, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, chargé de cours d'histoire de la médecine à l'université Paris 6, auteur entre autres du remarquable Blouse blanche, étoile jaune, je ne l'ai pas dans la main, mais c'était paru chez Liana Levy, du très documenté, celui-là je l'ai sous la main, Les médecins d'Auschwitz chez Perrin, et maintenant de Joseph Mengele, paru chez Perrin, Joseph Mengele, médecin et bourreau. Qui de mieux que vous, Bruno, pour nous guider dans cette visite de l'horreur, ce voyage au bout de l'enfer du plus terrible des camps d'extermination. C'est la première partie, c'est l'entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Docteur Aliwa, bonjour. Bonjour Serge. Je suis toujours très heureux de vous recevoir. Alors nous allons feuilleter, comme l'a expliqué Nicolas, vos deux ouvrages parfaitement complémentaires, Les médecins d'Auschwitz dans la première partie du magazine, puis Joseph Mengele, votre petit dernier, dans la seconde. Médecin, historien, écrivain, vous êtes la personne idoine pour nous expliquer les prémices de l'innommable, puis le fonctionnement médical d'Auschwitz, avec son revers qui veut ressembler à une infirmerie ou un service hospitalier, et qui s'est surtout transformé en un ignoble lieu d'expérimentation et de supplice, sous un vernis scientifique d'apparence. Nous parlerons du rôle des médecins allemands, des médecins déportés, de leur collaboration de façade, évidemment complexe, et nous consacrerons la deuxième partie au plus représentatif des médecins bourreaux, le docteur Joseph Mengele, auquel vous consacrez une passionnante biographie. Alors, petit point d'histoire ou de contexte avant d'arriver à Auschwitz, dont la construction démarre en mai 1940. Vous expliquez, ce n'est pas contre les Juifs que commence à s'organiser l'assassinat au nom de la race, mais contre les handicapés et les malades mentaux avec le programme d'euthanasie dit Action T4. Tout à fait. En fait, il y avait eu une sorte de mise en condition, c'est-à-dire que mise au pas du corps médical allemand, c'est-à-dire que parmi l'ensemble des professionnels, les médecins s'étaient illustrés par une adhésion très massive et très importante au parti nazi. Adolf Hitler, finalement, répondait à tous leurs souhaits, c'est-à-dire, d'abord, lutter contre la compétition des médecins juifs, et deux, en fait, ils ont adhéré à l'idée selon laquelle il fallait mettre en place un programme d'hygiène raciale, autrement dit, éliminer les vies indignes de ceux qui ne méritent pas de vivre. Alors, au début, c'était les handicapés physiques et mentaux, donc bon. On rappelle que, bien sûr, il y a eu d'abord une loi de stérilisation forcée des malades mentaux. Et puis, dans un deuxième temps, à partir de 1939, on passe à un échelon supérieur. Adolf Hitler met en place l'opération T4 qui consiste à exterminer tous les malades mentaux, enfin les malades mentaux dits, entre guillemets, ceux qui sont incapables de revenir à l'état normal. Et en fait, près de 70 000 personnes vont être tuées. Mais ce qui est assez important, c'est que à l'occasion de cette extermination des malades mentaux, on a un certain nombre de médecins qui adhèrent à ce programme, qui participent pleinement à ce programme. Et en fait, ils comprennent deux choses. Premièrement, qu'il faut que l'extermination des malades mentaux ait lieu dans des lieux à distance des villes, pour que personne s'en aperçoive. Et deux, il faut en fait décomposer les phases d'extermination. C'est-à-dire qu'il faut d'abord recenser, ensuite envoyer dans des wagons à des endroits particuliers, et 3, les tuer. Alors au début, ils ont une méthode un petit peu qui est un peu embêtante, puisque ça pose des problèmes. Il s'agit d'injecter un produit létal, mais très vite, ils mettent au point une chambre à gaz.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que de 1939 à 1941, on va voir l'extermination des malades mentaux. Et puis, 1941, l'Église catholique allemande commence à protester, les Allemands commencent à protester parce que vous avez des blessés de guerre allemands qui sont blessés au niveau du cerveau, qui sont un petit peu handicapés, qui commencent et ils se disent mais mince, ces types-là qui ont donné leur vie pour l'Allemagne, on va devoir les tuer. Et donc Hitler stoppe le programme de l'action T4, autrement dit l'extermination des malades mentaux. Et ce qui est assez important, c'est qu'au moment où on stoppe l'extermination des malades mentaux, réellement, là, au cours de l'été 1941, on commence à avoir la mise en place du processus d'extermination des Juifs. Et donc, avec la Shoah par balle. Avec d'abord la Shoah par balle, mais surtout, en Pologne, on va mettre en place, en fait, les mêmes médecins qui avaient participé à l'action T4 vont se retrouver un peu partout, disséminés dans les camps d'extermination. On peut dire qu'ils ont fait leurs premières armes auprès des malades mentaux et, dans un deuxième temps, ils vont en fait être les chevilles ouvrières de la Shoah, c'est-à-dire et de l'extermination des Juifs dans les camps d'extermination. Et donc là, beaucoup de médecins interviennent. Alors c'est tous des médecins, qui ont prêté serment d'Hippocrate, certains, et puis et c'est ça qui est assez important, c'est que ils ont un rôle fondamental dans les camps d'extermination. Et on aurait pu attendre que finalement, c'est Primo Levi qui disait les gens les plus dangereux, c'est pas les gens brutaux. Les plus dangereux, c'est les gens intelligents. Et là, les médecins vont jouer un rôle fondamental dans l'extermination des Juifs, notamment dans le camp d'Auschwitz, puisque c'est à Auschwitz que les médecins seront, disons, là, au cœur du processus d'extermination. Alors, je le rappelle dans le livre, parce que ça, c'est quand même important de le rappeler. Vous avez à peu près 4 à 5 000 gardes à Auschwitz, gardiens SS. Mais en fait, il y a en moyenne entre 4 et 8 médecins SS. Mais on lit dans votre livre, vous dites au total 47 seulement sont succédés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a très peu, mais ils vont jouer un rôle fondamental. C'est-à-dire que quand il y a un convoi qui arrive, c'est un médecin SS qui est chargé de faire la sélection vers les chambres à gaz de ceux qui sont jugés inaptes au travail, c'est-à-dire les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les malades, les vieillards, etc. Et en fait, c'est eux qui sont chargés de la bonne marche de la chambre à gaz, c'est-à-dire à la fois alors c'est un personnel parfois infirmier qui est chargé en fait de mettre le zygolambé dans la chambre à gaz, mais c'est un médecin qui est en charge de dire si tout le monde est décédé. Et en fait, le rôle des médecins ne se limite pas à l'extermination, mais il est également dans le camp, il réalise ce qu'on appelle, ce que Robert Lifton a appelé l'écologie d'Auschwitz, c'est-à-dire qu'en fait, le but des autorités allemandes, c'est de faire en sorte que le nombre de personnes qui rentrent dans le camp d'Auschwitz-Birkenau soit exactement à peu près le même que celui qui est décédé. Donc en fait, généralement, les déportés qui arrivent ont une durée de vie qui est très très limitée, 2-3 mois pour l'écrasante majorité. Et donc en fait, généralement au bout de 2-3 mois, sous l'effet de la dénutrition, de la promiscuité, des maladies infectieuses, des coups, des blessures, des conditions de travail très très difficiles, tout le monde tombe malade, tout le monde se retrouve dans ces infirmeries. Et dans ces infirmeries, vous avez le médecin SS qui régulièrement passe et sélectionne les personnes pour la chambre à gaz. Donc, en fait, il est à la fois chargé de l'extermination de ceux qui arrivent dans les convois, mais également de ceux qui sont dans le camp et qui sont malades. Mais vous expliquez que les médecins SS ne pénètrent pas dans le bloc, donc interviennent les médecins déportés. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est intéressant, c'est-à-dire que quand le premier voyage que j'ai fait à Auschwitz, en 1981, à une période où personne n'y allait, c'était avec l'association l'Amicale d'Auschwitz, je me suis aperçu en parlant avec les anciens déportés que tous les anciens déportés racontaient qu'ils avaient pu survivre grâce à un médecin. C'est un médecin qui leur avait permis de survivre. Et si vous regardez, si vous lisez Primo Levi, si vous lisez Elie Wiesel, il est blessé, et c'est un médecin qui lui permet de survivre. Donc, et je m'aperçois que finalement, dans ces revires, on a beaucoup de médecins français.
Alors, on n'a pas que des médecins français, il y a des médecins italiens, des juifs italiens, des juifs hongrois, mais Avec des rivalités entre les nationalités de médecins. tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, et là, en fait, il va y avoir une sorte de, par exemple, dans le Revire de Monovitch, vous avez le professeur Weitz, qui est un grand hématologue de la fac de Strasbourg, avec un certain nombre de médecins, et puis également du personnel para-infirmier, enfin notamment parmi les infirmiers, vous allez avoir le nageur Alfred Nakache, qui est kinésithérapeute. Donc tout ça, ça forme une sorte de... on a des gens qui se soutiennent. Hein. Bon, en fait, le camp d'Auschwitz, comme l'avait bien expliqué Primo Levi, c'est une vaste tour de Babel, hein, entretenue par les nazis, où ils entretiennent en fait les rivalités entre les différents déportés. Et là, en fait, les médecins déportés juifs vont être confrontés à des dilemmes, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour aider un maximum de déportés à survivre. C'est-à-dire que généralement, c'est eux qui assurent un petit peu les soins, et c'est vrai qu'ils ont un rôle très important, et c'est vrai qu'ils se posent des problèmes éthiques qui sont assez inédits. Et c'est là où j'ai trouvé que, en fait, c'était un petit peu l'objectif du livre, c'est-à-dire que je m'étais aperçu qu'après la guerre, en 1945, vous avez beaucoup de témoignages de médecins déportés juifs français. Alors, pour la petite histoire, c'est des médecins juifs étrangers qui, ne pouvant pas revenir en Pologne ou en Roumanie, décident de s'installer en France. Or, pour s'installer en France, il faut faire sa thèse de docteur en médecine, et beaucoup vont faire des thèses de docteur en médecine sur leur, entre guillemets, expérience comme médecin dans les camps. Et là, ils disent, ben voilà, j'avais des médicaments en quantité limitée. Très, très, très limité. Vous expliquez dans votre Oui. livre qu'en fait, on va les chercher à Canada. Ceux qui ont été à Auschwitz savent que Canada, c'est l'endroit où Oui. déposer les bagages. Oui, alors il faut comprendre aussi que, et c'est ce que j'explique souvent aux étudiants, c'est-à-dire que quand on imagine que le jour du 6 juin 1944, il a été tué plus de juifs à Auschwitz que l'ensemble des pertes allemandes, américaines, anglaises, canadiennes, françaises sur le front de Normandie, c'est-à-dire à peu près 9 000 à 10 000 personnes sont tuées de ce jour-là. Ces 9 000 à 10 000 personnes qui pénètrent dans le camp arrivent avec des bagages dans lesquels il y a à la fois des victuailles, à la fois des vêtements, à la fois des prothèses dentaires. Enfin, vous avez tout, hein. L'arrivée des Juifs hongrois. Comment ? L'arrivée des Juifs hongrois. Mais même avant, c'est-à-dire que moi, j'avais eu, alors il y a une personne qui m'écoutera peut-être, mais vous aviez une personne que je connaissais qui était Ruben Blusevin, qui travaillait au Canada et dont le rôle était de trier les médicaments. C'est-à-dire que dans les valises, il y avait des médicaments. Et lui, en fait, comme quelques personnes du Canada, vont faire en sorte de transférer ces médicaments à l'intérieur du camp pour aider. Mais bien sûr, les quantités sont infinitésimales, hein, c'est-à-dire pour les médecins déportés. Et là, la question, elle est très simple, c'est à qui je donne ce médicament ? Est-ce que je le donne à une personne dont la situation est très grave, sur le plan clinique, ou est-ce que je le donne à quelqu'un qui est moins grave, mais dont on peut espérer qu'il va survivre ? Parce que, est-ce que je le donne à une personne une femme qui a des enfants, qui l'attendent à l'extérieur du camp, enfin, c'est-à-dire en France ou en Hongrie ou cachés, ou est-ce que je le donne à un jeune de 17 ans qui a toute sa vie devant soi ? Est-ce que je le donne à quelqu'un de 50 ans qui a déjà fait sa vie ou un jeune ? Et donc, ils établissent un Des code problèmes éthique. d'éthique. Et c'est assez intéressant. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que, et ce que j'ai compris dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, les médecins juifs qui sont sur place ont pratiquement le même âge que les médecins nazis. Mais vous savez qu'en médecine, on a ce qu'on appelle la confraternité, qui fait que quand je suis en face de vous, on a quelque chose en commun, Serge. Et c'est vrai que les médecins SS, ils ont, pour certains médecins juifs, une sorte de sentiment de confraternité, même parfois de respect, parce que parmi ces médecins juifs, vous avez des professeurs d'université mondialement reconnus, hein, pour la qualité de leurs travaux. Hein. Je donne des exemples, mais vous avez un médecin norvégien, par exemple, qui est sur place, qui travaille dans un des reviers, mais qui va surtout observer, et il va revenir en Norvège, et en 1968, il y a une prise d'otage dans une banque en Norvège. Et ce médecin juif va élaborer le concept de syndrome de Stockholm.
à partir de son expérience. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a une sorte de syndrome de Stockholm qui peut s'établir entre certains médecins juifs et certains médecins allemands. C'est-à-dire qu'il y a des... Je ne dis pas il n'y a pas de connivence, mais en tout cas, il y a du dialogue. C'est-à-dire que quand on est médecin, il y a une curiosité. C'est-à-dire que quand il y a un malade qui présente une maladie, souvent c'est des jeunes médecins, on leur montre une maladie et il se crée en fait une sorte... Les médecins SS parfois font confiance à certains médecins juifs pour gérer en fait ces infirmeries et les médecins juifs jouent ce qu'on appelle, ce que Primo Levi a expliqué, la fameuse zone grise, c'est-à-dire qu'en fait, ils font en sorte de faire croire, ou en tout cas de rentrer dans le système pour mieux sauver un maximum de personnes. Ce qui est pas évident, hein, c'est un jeu qui est pas simple, mais en tout cas, force est de reconnaître que quand on lit les témoignages des déportés, beaucoup disent, voilà, j'ai eu la vie sauve grâce à un médecin. Et le meilleur exemple, c'est Elie Wiesel, qui se blesse au pied. Et là, il raconte que le médecin lui fait un petit pansement sur son pied pour pas que quand le médecin SS arrive, lui disent mais qu'est-ce que c'est cette blessure, tu ne pourras pas retravailler, et pour pas qu'il l'envoie à la chambre à gaz, le médecin défend, le médecin juif dit bah non, c'est rien du tout, c'est qu'une petite blessure de rien du tout, il pourra retravailler très bientôt. Ce qu'on apprend dans votre ouvrage, là je l'ai appris, en fait le Révir doit donner l'apparence d'un service d'hospitalisation propre, avec des dossiers parfaitement tenus, un diagnostic porté, le traitement qu'il faudrait faire. Oui, parce que jusqu'au dernier moment, il y a une imposture totale. Il y a une volonté des nazis de masquer ce que c'est le processus d'extermination. D'ailleurs, quand on regarde dans les archives, et j'ai pu m'y pencher, on ne dit pas qu'une personne a été tuée d'un coup de pelle qui lui a fracassé le crâne. On dit est mort d'un arrêt cardiaque, est mort d'une infection bronchopulmonaire. De la même façon, en fait, on masque tout, on masque même les causes. C'est-à-dire que même les médecins, les médecins le disent, l'écrivent. La chambre à gaz, c'est quelque chose de tabou. C'est-à-dire qu'ils savent que les déportés sont envoyés vers, soi-disant, un camp de convalescence. C'est-à-dire que quand quelqu'un est très malade, les médecins SS font une sélection. Alors parfois, ils envoient 90% du revire, c'est-à-dire de l'infirmerie. Ils peuvent envoyer comme ça 800 personnes sur un simple... Une suspicion d'infection grave. D'infection grave. Et en même temps, il dit, non, on les envoie dans un camp, par exemple, de galeux, ou on les envoie dans un camp de typhus. Spécialisé. Mais en fait, la vraie destination, c'est... et ça, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que c'est l'impestir des médecins nazis. D'ailleurs, je le dis et que je l'explique, quand on lit les témoignages, et c'était mon objectif, c'est-à-dire que j'essayais de me placer en écrivant cet ouvrage, à la fois à partir du témoignage des déportés. Alors certains disent, je vois à l'arrivée à Auschwitz, sur le quai, un médecin avec le caducée. Comment on peut imaginer une minute que ce type-là va envoyer à la mort une mise en scène rassurante? Il y a une mise en scène rassurante. Généralement, le médecin est extrêmement courtoit. Il est jamais brutal. Il demande des nouvelles de chaque personne. Il demande si la personne est âgée. S'il voit une femme un peu grosse, il demande est-ce que vous êtes enceinte. Et s'il voit une personne malade, il dit attendez, allez de ce côté-là, vous allez être mieux soigné. Et c'est là où même il y a des médecins qui vont raconter. Il y en a un médecin juif français qui raconte qu'il arrive, il y a des malades dont il s'est occupé pendant tout le convoi. C'est-à-dire que dans chaque convoi qui partait de Drancy, vous aviez un wagon entre guillemets dit sanitaire, dans lequel il y avait les femmes enceintes et les personnes malades. Alors vous avez le médecin juif français qui arrive, qui voit le médecin nazi, il lui parle en allemand, c'est un juif alsacien, il lui dit qu'est-ce que je vais suivre mes malades, il lui dit non, vous rentrez dans le camp. Il dit sans le savoir, cette personne m'avait sauvé la vie. Donc jusqu'à la fin, il ne sait pas s'il a sauvé la vie dans un but de confraternité ou si c'est véritablement par machiavélisme. En tout cas, cette côté rassurant des médecins SS va faire que les gens vont malheureusement... personne, il n'y a pratiquement aucune personne qui va se douter jusqu'à la dernière minute. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces médecins n'ont aucune empathie. C'est-à-dire qu'ils restent de marbre, ils restent froids. Et puis, en fait, mais ils établissent quand même avec ces médecins déportés des relations. Alors,
tout à fait différentes que celles qui vont établir, par exemple, avec le déporté de base. C'est-à-dire que finalement, le médecin déporté, dans la hiérarchie d'Auschwitz, c'est pas le capot, c'est pas le fonctionnaire, c'est plus un rouage important dans le camp, mais ils ont pas leur situation est radicalement différente du commun des mortels des déportés. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des meilleures conditions, ils ont une meilleure alimentation, ils ont une meilleure condition de vie et une meilleure espérance de survie. Quand on évoque la médecine à Auschwitz, on pense immédiatement aux expériences médicales, en particulier gynécologiques. Nicolas parlera tout à l'heure du rôle de Mengele, mais Mengele arrive finalement assez tard à Auschwitz. Ça commence bien avant lui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des médecins qui, toute la journée, participent au processus d'examination. Alors, certains ont envie de se perfectionner dans leur spécialité. C'est-à-dire comment apprendre à faire une appendicite, comment apprendre à faire une thyroïdectomie, comment apprendre à faire un geste chirurgical. Donc en fait, ils ont toute la journée la possibilité de faire ce qu'ils veulent sur les patients. Et puis, il faut savoir aussi que l'industrie, et ça on n'en parle jamais assez, c'est le rôle de l'industrie pharmaceutique allemande. C'est-à-dire que on se rappelle que les Anglais ont découvert en 1940 la pénicilline et les Allemands, ils ont besoin de médicaments. Mais vous savez que quand on fait et donc en fait, ils ont ils ont besoin en fait de faire des expérimentations et donc ils vont comme ça acheter au commandement SS, entre guillemets, des déportés pour faire des expérimentations sur des déportés. Alors, ça a lieu dans beaucoup de camps de concentration, mais ça a lieu également à Auschwitz, où là, on va avoir un certain nombre d'expérimentations, et en particulier des expérimentations d'ordre gynécologique. Les stérilisations aux rayons X et les injections de Cloberg. Voilà. En fait, un des buts des Allemands, c'est comment faire en sorte que les Juifs puissent travailler pour l'industrie allemande, mais tout en ne se reproduisant pas. Donc, ils vont établir une idée, la stérilisation. Alors, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, c'est très simple, on va irradier avec les rayons X, mais on ne sait pas quelle dose il faut utiliser, donc on va prendre des jeunes qu'on va en fait irradier. Après, dans un deuxième temps, on examine, on les opère, on leur enlève les testicules, on examine les testicules au microscope, on voit s'il reste en fait, à partir de quelle dose en fait on peut stériliser quelqu'un. Et puis vous avez quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire pour montrer le machiavélisme, vous avez ce qu'on appelle Hans Inselmann qui a inventé le colposcope, et puis lui, il décide de prendre des juifs grecs et de faire des études en colposcopie. Vous savez, c'est un appareil pour voir le cancer du col ou pas. Voilà. Donc chacun se livre, en fait, comme il le veut, à des expérimentations dans un but purement... Alors, il y a certaines expérimentations qui servent à rien, d'autres encore moins, d'autres, c'est carrément, ça relève du sadisme. Un médecin, dans votre ouvrage, dit « Je ne suis qu'un homme qui a passé 3 ans de sa vie dans un univers de démence organisée. » Tout à fait. Et là aussi, et je le résume, c'est-à-dire quand vous avez dit les relations, vous avez une femme médecin qui demande à un des médecins SS, mais comment vous pouvez faire, comment un homme qui est fait pour soigner peut faire ce type d'acte aussi horrible que vous faites? Il dit, quand il y a une appendicite, je suis obligé d'enlever l'appendicite pour éviter la diffusion de l'infection. Et on va continuer de parler en deuxième partie de C'est bon pour la santé, de ce remarquable ouvrage, Joseph Mengele, Bruno Aliwa, Joseph Mengele, médecin et bourreau, paru chez Perrin. Vous citiez Primo Levi. La phrase, est la suivante, les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux sont les hommes ordinaires. La banalité du mal, selon Primo Levi. On continue d'en parler, on va parler de l'homme, du personnage, de l'enfance et de ce qui s'est passé également après dans le parcours de fuite de Joseph Mengele avec Bruno Aliwa. A tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. De retour et toujours en compagnie du docteur Bruno Aliwa, dermatologue, mais là historien de la médecine après plusieurs ouvrages. C'est Joseph Mengele, médecin et bourreau, paru chez Perrin. On a commencé de raconter les expérimentations médicales, bien sûr, à Auschwitz. Vous disiez, alors est-ce que c'était un Joseph Mengele, un cynique sans âme ou un sadique pervers cruel, ou les deux? Qui était-il ? C'est dur de répondre. Je pense que plus que tout, c'est un cynique. C'est un cynique. C'est-à-dire que, en fait, le personnage de Mengele, il est emblématique d'Auschwitz. C'est-à-dire que quand on parle avec des anciens déportés, comme ça a été le cas, beaucoup de malheureusement, il était partout à Auschwitz. Il était partout. Sur la rampe. Il était sur la rampe et c'est un hyperactif. C'est-à-dire que c'est un type qui rien dans son histoire ne pouvait prévoir qu'il allait devenir le plus grand serial killer de tous les temps. C'est-à-dire que quand je dis tout à l'heure 10 000 personnes, 9 000 personnes, 6 000 personnes par jour, 1,2 million. Mais en fait, qui peut envoyer à la mort autant de personnes sans état d'âme ? Ça a un nom, Joseph Mengele. Alors, c'est-à-dire que moi, le personnage, il m'a intéressé parce que finalement, on s'attend à un sadique, à un espèce un type les hommes ordinaires dont parle Primo Levi. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au personnage et j'ai appris que, en fait, il est issu d'une famille très riche. C'est-à-dire son père est fabricant de matériel agricole. C'est le premier employeur de la ville de Gainsbourg, qui se trouve en Bavière. Où il n'y a aucun juif, dites-vous. Il n'y a aucun juif. Le père commerce un peu avec les juifs, mais il n'est même pas antisémite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le père, c'est le grand employeur de la ville. Il a une grosse usine qui marche très bien. Et aujourd'hui, si vous allez en Allemagne, vous avez les tracteurs Mengele, les remorques Mengele. Enfin, c'est l'équivalent, enfin, comme si je disais une grande famille, comme on peut en avoir en France dans certains. Bon. Et il est le fils aîné. Et normalement, il aurait dû succéder à son père pour diriger cette usine. Parce que le père, il a des idées extraordinaire, c'est-à-dire qu'il dit, moi, je veux créer du matériel agricole et le distribuer dans le monde entier. Je veux, en fait, le type avec des rêves. Et lui, finalement, on ne sait pas trop. Il y a c'est un père un peu taciturne. Le petit Mengele lui dit, non, je vais devenir célèbre. Je veux que mon nom apparaisse dans le dictionnaire. Je veux devenir un grand médecin et un grand scientifique. Il est riche, donc il a aucun problème. C'est-à-dire que parmi tous les étudiants en médecine à Munich, c'est le seul à avoir une bagnole de sport décapotable. Il est là, il travaille très bien et en fait, il est très ambitieux, il veut devenir professeur. Et en fait, s'il y a bien une spécialité qui est à la mode dans cette période d'avant-guerre, surtout en Allemagne, c'est la génétique. Pourquoi ? Parce que les Allemands sont obnubilés par la génétique. Et il va faire, en fait, sa thèse avec Ottmar von Verschuer, qui est le plus grand généticien allemand d'avant-guerre. J'ai cru que vous alliez dire le plus grand antisémite. Et aussi grand antisémite. Est-ce que dans ce contexte des années, de la deuxième partie des années 30, est-ce que parce que rien ne prédispose la famille Mengele à être dans l'antisémitisme, pas plus que ça, il n'y a aucun juif dans la ville de Gainsbourg, comment est-ce qu'il bascule dans cet antisémitisme ? Est-ce que c'est l'adoration de Verschuer, c'est pour être avec lui ? En fait, il a un patron et il est admiratif de ce patron et le patron admire ce petit Joseph Mengele qui est un travailleur énorme, qui est un gros travailleur, qui est intéressant. Et puis, il lui fait faire une thèse sur les fentes labiopalatines, autrement dit les becs de lièvre. Et il va être à la fois docteur en médecine, Mengele, en 1938, et à la fois docteur et sciences, et grâce à sa thèse, qui est reconnu comme un travail important, qui fait l'objet de beaucoup tout le déloge. Tout le monde dit, ce petit Joseph Mengele est amené à devenir professeur, c'est ça. À devenir professeur et à succéder à Ottmar von Verschuer. Et en fait, contrairement à beaucoup de médecins allemands, il ne devient pas membre du parti nazi en 1933, comme son père non plus. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les nazis d'opportunisme, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent au parti nazi quand Hitler prend le pouvoir. Lui, il va s'inscrire au parti nazi en 1938 et en même temps, il va se mettre dans la SS, mais par opportunisme, parce qu'il sait que ça va l'aider pour sa carrière.
Donc c'est dans ces conditions-là, après être passé par un bataillon, il aura la croix de guerre, je crois, en 1941, après avoir fricoté avec ce Verschuer, passé des thèses, il va débarquer à Auschwitz en 43, donc ce serait par un souci égotique. Alors, c'est là où il y a des choses qui sont... c'est que Ottmar Verschuer, qui va mourir en 1968, mais qui va conserver son poste après la guerre, qui va être renommé, c'est-à-dire une renommée mondiale. Il y a des amphithéâtres Verschuer. Enfin, et lui, en fait, il y a la guerre. Alors, comme tout soldat, comme tout Allemand, il participe à la guerre. Il part en Russie et jusqu'en mai 1943, il est en Russie. Et puis là, il est blessé. On ne sait pas ce qui se passe. Enfin, probablement, il arrive à revenir à Berlin. Il revient dans le service de Ottmar von Verschuer, qui lui dit « Mon petit Mengele », ça c'est ce qui est dit par rapport à ce qu'on a retrouvé comme archive, il lui dit « voilà, ça serait pas mal, il y a une très belle opportunité pour toi de devenir médecin à Auschwitz. Là, tu vas voir, il y a beaucoup de, entre guillemets, de matériel humain. » Et là, fin mai 1943, 30 mai 1943, il va pénétrer à Auschwitz. Et là, il va rester 16 mois qui vont complètement bouleverser sa vie. Et racontez-nous juste, Bruno Aliwa, avant 43, 41, 42, il a la possibilité, comme tous les officiers allemands, nazis, de se faire tatouer. Sous les selles, il ne veut pas se faire tatouer, ce qui permettra de ne pas pouvoir le repérer en 1945. C'est un personnage un peu particulier, c'est un psychorigide, il aime pas le tatouage, il trouve que c'est vulgaire. Donc il ne se fait pas tatouer le groupe sanguin, et donc il arrive... C'était souvent sous les selles ? Sous les selles, ce qui a permis à pas mal de personnes d'être... Et donc il va arriver à Auschwitz, et là, en fait, à Auschwitz, il voit des personnes avec des malformations génétiques. Quand je dis tout à l'heure que le 10 juin 1944, il y a 9000 personnes qui arrivent à Auschwitz, parmi ces 9000 personnes, il y a des nains, il y a des personnes qui ont des acrobégales, il y a des jumeaux. Et le sujet de prédilection de son patron, Ottmar von Verschuer, c'est les jumeaux. Et donc lui, il va sélectionner à l'arrivée des convois des jumeaux. On estime qu'il a travaillé sur 900 à 1500 paires de jumeaux. En 16 mois. Oui, et c'est ça qui est... Il y a une photo de 1945 de la libération d'Auschwitz. On voit des enfants qui sont libérés, mais c'est des jumeaux. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté, et pour pas qu'un autre envoie à la chambre à gaz des jumeaux, il est là, il ne bouge pas des rampes. Du matin au soir, il est sur les rampes d'arrivée pour sélectionner des jumeaux. Et puis, il travaille en collaboration étroite avec son patron qui est à Berlin. Alors vous avez par exemple un truc qui montre un peu le personnage, c'est-à-dire que en fait, ce qui va se passer, c'est que après la guerre, l'industrie pharmaceutique allemande, qui a participé pleinement aux expérimentations nazies, ou les professeurs d'université qui ont participé d'une façon indirecte, parce que quand Mengele fait des examens, quand il fait des prises de sang, quand il prend des bouts de peau, quand il prend des squelettes, il les envoie, il envoie ses pièces anatomiques, ses yeux, à Berlin, à ses patrons. Alors eux, on va créer le mythe du savant fou. C'est facile. Vous dites ça a arrangé tout le monde. Ça a arrangé tout le monde. D'ailleurs, on s'est tous fait avoir. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, après on pourra en parler, mais quand nous, on était jeunes, on imagine quoi, Mengele ? Que c'est le type dans Marathon Man, ou dans les enfants qui venaient du Brésil, c'est-à-dire le savant fou qui veut créer une race supérieure. C'est faux. En fait, l'objectif, ni plus ni moins, c'est de faire des études en double aveugle, c'est-à-dire qu'on injecte une maladie aux deux jumeaux, à l'un on donne un médicament, à l'autre on ne donne pas de médicament. Bon, comme les deux jumeaux ont le même métabolisme, on peut voir l'évolution exacte du médicament. Vous dites dans votre livre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut les sacrifier finalement sur place, qui n'arrive jamais dans la réalité. Tout à fait. Alors vous avez par exemple une famille Stigane où il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les yeux verrons, une hétérochromie iridienne, c'est-à-dire un œil vert, un œil marron, un œil bleu. Et là, ils voient le père, la mère, les enfants. Et il y a une fille qui travaille dans le service d'Ottmar von Verschuer qui lui écrit et qui lui dit « Surtout, tu auras une famille de tziganes. Si jamais, par malheur, il leur arrivait quelque chose, j'aimerais bien récupérer les yeux. »
8 jours plus tard ou 10 jours plus tard, toute la famille est exterminée et la fille reçoit les yeux. Elle écrira une publication sur les yeux verrons, enfin sur l'hétérochromie iridienne en 1949. Il y a des gens qui vont utiliser les travaux de Mengele pour parler de la tuberculose chez les jumeaux. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde va utiliser les travaux de Mengele et Mengele, il est content. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, chouette, quand je vais sortir d'Auschwitz, j'aurai mes titres et travaux pour faire mon professeur. Et comme il peut pas tout faire, il sélectionne des médecins juifs pour en fait faire les mesures, pour faire les prises de sang, pour faire des radios. Il y a un radiologue juif dont je parle, qui est le professeur Sigismond Hirsch, qui lui, il a écrit sur sa fiche à l'arrivée qu'il était radiologue et qu'il parlait allemand. Il se retrouve presque à mourir, complètement abandonné. Et puis il y a quelqu'un qui vient le chercher et on lui dit « Vous tombez bien, le docteur Mengele cherche un spécialiste en radiologie qui parle allemand. » Et il va faire les radios chez les enfants qui souffrent, les enfants jumeaux. Voilà. Donc en fait, Mengele se sert en fait de matériel humain. Il utilise le savoir des médecins juifs et il est là et il est presque jaloux. C'est-à-dire il conserve toutes ses archives parce qu'il se dit « Je vais faire des publications après la guerre et je pourrais succéder à mon maître. » Alors, il y a eu des expériences sur les jumeaux. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des jumeaux survivants ? Oui, bah, c'est ce que j'explique. Il y en a plein. Il y a même une association. Parmi les gens qui ont survécu, il y a des jumeaux. Parmi les enfants qui ont survécu, et puis, vous avez par exemple une famille de personnes qu'on appelait c'était des gens qui faisaient des spectacles. Les 8 ou 9. Ouais, 8 ou 9 personnes qui étaient ils souffraient d'achondroplasie, enfin une maladie génétique familiale. Eux, ils arrivent de Hongrie, c'est des gens qui se produisent en spectacle. Hein. Et quand ils arrivent, Mengele les met de côté. Protège. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'auraient jamais pu survivre aux conditions. Il leur donne à manger. Et puis alors, il fait un tableau, un arbre généalogique de cette famille. Et puis, comme ces personnes, ils ont besoin d'un cuisinier, de quelqu'un pour les aider, pour se déshabiller, ils disent qu'il y a une personne qui est tout à fait indemne de toute anomalie physique, que c'est leur grand frère. Et le type, il dira il est sauvé grâce à ça. Bon, on va continuer de parler évidemment avec Vladimir qui nous a rejoint depuis le début de cette deuxième partie en studio pour raconter, Vladimir, juste après cette petite virgule, les thèses de Joseph Mengele. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Il y a eu pas mal de thèses, hein, évidemment, il en a passé quelques-unes. À partir des années, Vladimir, 1935, on est à la mi-temps des années 30. J'ai été absolument fasciné par ce que vous racontez sur ce personnage et je voulais revenir et insister un petit peu sur comment il est devenu quand même cet être monstrueux. Et déjà, en 1937, il a fait sa première thèse de médecine sur un sujet qui a à voir avec la chirurgie esthétique, paradoxalement, qui sont la fossette au niveau du menton. Et il a étudié pour savoir si cette fossette était significative d'une race particulière. Et cette thèse a été très brillamment soutenue. Et puis donc c'est après, un petit peu plus tard, qu'il a passé ce deuxième grand travail qui l'a conduit à la célébrité. Et à votre avis, comment est-ce que cette évolution a pu se faire ? Est-ce que c'est déjà un antisémitisme de la part de tous ces professeurs allemands qui s'étaient manifestés et incarnés en quelque sorte en lui, ou est-ce que c'était purement une attitude pseudo-scientifique qu'il incarnait ? Alors, je pense qu'il y a un substratum scientifique dans sa démarche, mais au fur et à mesure, il nourrit un antisémitisme virulent. C'est-à-dire qu'il a quand même, c'est quelqu'un d'antisémite et de foncièrement antisémite. Ce qui est terrible dans tout ça, et c'est ça qui est important, c'est que au moment où il est à Auschwitz, en 1944, sa femme est enceinte. Elle accouche d'un enfant. Rolf. Elle vient le voir il est heureux, il va en permission, il voit cet enfant, et ça l'empêche pas d'envoyer des enfants à la mort tous les jours. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la pleine activité de Mengele, il arrive en mai 1943, il va continuer il va être à Auschwitz jusqu'en décembre 1944, janvier 1945. Mais
à partir du mois d'août 1944, les troupes soviétiques sont à 50, 60, 100 km. Ouais. On entend le canon. C'est-à-dire qu'on sait, les Américains sont presque en début septembre, Strasbourg est libéré. Varsovie est libérée, les troupes russes sont à côté de Varsovie. Lodz a été libéré. On sait déjà que l'issue de la guerre, elle va être fatale pour les Allemands. C'est-à-dire, on sait que c'est plus qu'une question de mois. Et pourtant, alors qu'il sait que y a des Allemands qui vont comprendre ça très vite, qui vont se dire bon, attends, qui sentent le vent tourner. Mais lui, non, il continue le processus d'extermination. Mais ce qui est terrible, c'est que avec le temps, et ça, c'est probablement ce qui m'a toujours marqué, c'est que pas une seule fois après la guerre, il va dire j'ai fait une connerie. J'ai été un salaud. C'est-à-dire que il va jusqu'à la fin de sa vie justifier. Le petit Rolf viendra le visiter, il n'exprimera aucun regret. C'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que en fait, il a ce fils, le petit Rolf, qui est né en 44, qui en 1960 ne sait pas qui est son père. On lui a dit que son père était mort pendant la campagne de Russie. Et on lui annonce à 16 ans que son vrai père, c'est Mengele, le plus grand criminel de tous les temps. Mais Rolf, il fait partie de cette génération de jeunes Allemands de l'après-guerre. Il a les cheveux longs, il a des idées de gauche, c'est un baba cool, quoi. Et parce que sa mère s'est remariée avec un dentiste, il fait du droit, et on lui annonce que son père, c'est Mengele. Alors il va plusieurs fois écrire à son père, lui demander des explications, et en 1977, il va aller voir son père au Brésil. Il va aller voir son père son père qui vit maintenant au Brésil dans un espèce de bungalow de taudis dans le quartier le plus malfamé de Sao Paulo. C'est-à-dire que ça, c'est l'autre image, parce que tout le monde cherchait Mengele dans une vaste propriété entourée par des... Il arrive, il va voir son père, il lui dit « Mais papa, comment t'as pu faire ça ?» Et il parle pendant des jours, des nuits, et il dit « Mais le père n'en démord pas. Il a eu raison, il a fait que son devoir. » Mais quel genre de médecin est-ce qu'il a été après, quand il s'est enfui en Amérique latine ? Alors, il va en Amérique latine et il arrive en 1949. Alors d'abord, après la guerre, il se cache, il travaille dans une exploitation forestière agricole en Bavière. Bon, il bénéficie... Alors, c'est un type qui a quelque chose... Vous savez, ces types qui sont capables de susciter l'amitié. Du charisme. Il a du charisme, il en a rien à foutre, parce qu'il l'écrit, il va écrire ses mémoires, il va écrire son autobiographie, parce qu'il est complètement mégalo, mais il en a rien à faire. Mais les gens sont prêts à se tuer pour lui. Vous savez, c'est ces types, on pourrait dire aujourd'hui, perverses... narcissiques perverses. Perverses narcissiques. Et donc, en fait... Il va arriver, il va bénéficier en 49, la famille qui est très riche. Alors je rappelle, la famille, elle est très riche. Si vous allez à Gainsbourg aujourd'hui, vous avez la rue principale de Gainsbourg, c'est la Karl Mengele Strasse. Le père. Vous avez la crèche de la ville, ça s'appelle la Ruth Mengele crèche. Vous avez encore alors l'entreprise a fait faillite, mais il y avait jusqu'à 1200 personnes, c'est-à-dire que 10% de la ville vivait de la famille Mengele. En fait, c'était la grande famille, donc il part en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, il s'installe. Bon, il peut pas trop exercer, je sais pas. Finalement, son père lui dit ça serait mieux que tu gagneras plus d'argent si tu participes à l'expansion de la boîte. Donc, il devient en fait concessionnaire pour les machines agricoles. Alors, il va se balader un peu au Paraguay. Enfin, il noue des... Mais son nom est dans le bottin jusqu'en 1958. Il changera des dizaines de fois de nom. Oui, mais jusqu'en 58, 59, il est tranquille. Il rencontre même Mengele, Eichmann. Alors, Eichmann, lui, se cache. Ouais. Mais Mengele, il supporte pas Eichmann. Il le trouve miteux. Il dit qu'il n'a pas de culture, qu'il est inintéressant. Et puis, il est pauvre, quoi. Alors que lui, il a de l'argent, il a une belle maison. Et puis, la famille, elle est tellement rapia que, tenez-vous bien, la femme d'un de ses frères, son frère, meurt. Mais pour pas que la femme touche une partie de l'héritage, on la marie avec Mengele. Et donc, il épouse la femme de son frère, c'est-à-dire, mais on lui fait... Alors, il vient à Munich, il voit celle qui va devenir sa femme, sa belle-sœur.
Bon, lui plaît pas mal, il l'a fait venir en Argentine, il mène une vie tranquille. Et puis en 1959, on commence à s'intéresser à Mengele, on commence à avoir des témoignages, et là, il est obligé de fuir. Et il va fuir, mais en fait, il va fuir, il va devenir complètement... il va vivre dans des conditions... En fait, il a peur de finir comme Eichmann 2 ans plus tard. Après la capture. Alors, il a peur d'être arrêté par les Israéliens. Il a peur d'être arrêté par les Klarsfeld, en fait, d'être démasqué par les Klarsfeld. Il vit dans l'angoisse des chasseurs de nazis. Mais également, il est angoissé parce que il a peur de se faire zigouiller. Parce que, disons-le très facilement, c'est simple, les Israéliens, après l'exécution d'Eichmann, ils comprennent que le procès, c'est pas l'idéal. Ils sont plus dans l'optique de faire des procès aux médecins nazis et aux nazis. Donc, ils ont une autre stratégie, c'est carrément de la liquidation, l'exécution de tous ces nazis. Alors, il y a certaines personnes, on sait qu'ils sont tués par le Mossad, et puis d'autres, quand on lit un certain nombre de médecins nazis, je veux bien, il y en a qui se sont écrasés par une voiture, il y en a qui ont une crise cardiaque à 45 ans, il y a pas mal de morts faciles entre les années 60 et 70. Et puis, l'État d'Israël n'est pas très intéressé par la chasse aux nazis. Rappelez-vous, ils ont fort à faire avec les affaires proche-orientales. C'est ça, le Mossad, en fait, cible ses actions sur les terroristes. Ouais. Et puis, les pays avec lesquels où il y a des nazis, paradoxalement, c'est des pays où il y a beaucoup de juifs. Le Brésil, grande communauté juive. L'Argentine, grande communauté juive. Le Paraguay, petite communauté, mais importante. Donc, on sait qu'il risque d'y avoir des problèmes. Donc, du coup, on oublie un peu Mengele, mais les Israéliens continuent à le chercher. Bon. Il nous reste 3 minutes, Bruno. Bon, il nous reste 3 minutes. Il finira par... on va aller à l'essentiel. Il va mourir dans l'eau. On a souvent appelé ça une noyade, mais il savait pas nager en fait. Mengele, il avait peur de l'eau. Honnêtement, c'est quoi, il meurt à 67 ans dans l'eau. Un AVC. AVC. Mais ce qui est dégueulasse. Et vous êtes allé sur cette plage, vous allez nous raconter ça aussi. C'est un endroit au nord d'une station balnéaire. Fin d'après-midi, il va mourir. Et là, en fait, il meurt. Et en fait, on va l'enterrer. 7 février 79. Exactement. Et en fait, il va être enterré dans un cimetière au nord de São Paulo, sous une fausse identité. La famille est mise au courant que que Mengele est mort. Rolf Mengele va à son domicile, prend les papiers, notamment sa montre en or, etc. Tout le monde est au courant. Et pendant ce temps-là, jusqu'en 1985, les recherches sur Mengele continuent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où on ne les apprend pas dans les journaux qu'il semblerait qu'on ait vu Mengele en Syrie, il semblerait qu'on a vu... Jusqu'au jour où, finalement, il y a une indiscrétion. 1985, on découvre le corps de Mengele, on extrait le corps. À l'époque, il n'y a pas encore... On arrive à trouver son dossier dentaire. Mais il y a des gens qui disent... Il est Mengele, il est tellement machiavélique, c'est peut-être pas lui, mais en fait, on va trouver son ADN, on va prendre l'ADN chez son fils, chez les frères et sœurs, et on confirmera que c'était bien Mengele. Bon, c'est absolument passionnant de vous écouter. Vous êtes allé sur la plage où il est mort en 79, et vous irez aussi vous rendre à l'endroit pour étudier le crâne. Il y a le crâne de Mengele, on vous laisse pas trop entrer au début. Non, mais alors, pour terminer, c'est ça le truc, c'est que le type qui était le plus grand scientifique, finalement, son corps, il a un crâne plat. Il se retrouve à la faculté de médecine. Et là, il est objet de dissection. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui dit, tiens, je vais garder ce crâne pour les étudiants. Alors, le prof d'anatomie, il y a le crâne d'anatomie, le crâne de Mengele, qui se trouve à l'université, à la faculté de médecine de São Paulo. Et malheureusement, on ne m'a pas laissé le voir, ce crâne. J'aurais tellement voulu... Il paraît que c'était un crâne issu des territoires asiatiques qui aurait ressemblé à celui d'Attila. Voilà. Attila, en tout cas, j'ai fait une enquête passionnante, avec beaucoup de passion. 3 ans de travail, en tout cas, Docteur Bruno Aliwa, 3 ans de travail, c'est comme la phrase de Picasso, 2 heures et 50 ans, vous c'est 3 ans et 40 ans, puisque ça a démarré en 1981, vous l'avez dit tout à l'heure. Paru chez Perrin, passionnant, indispensable, médecin et bourreau. Merci, c'était un grand bonheur de vous avoir aujourd'hui. On termine avec, mon livre de chevet du Primo Levi, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis,
Considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous dans la rue. En vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Si c'est un homme, Primo Levi. Merci Vladimir Mitz, merci Bruno Alioua, merci Serge Rafal. Serge Surpin à la réalisation, on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal.